Concrètement, que peut-on acheter en bourse? Quels sont les différents actifs boursiers que l'on peut négocier? Bien sûr, on pense en premier lieu aux actions, aux obligations et éventuellement aux ETF parce que ce sont ceux dont on entend tout le temps parler. Mais les autres? Là, vous allez me dire, mais la voix, on s'en moque. Acheter des actions et des ETF, c'est largement suffisant. Et pourtant, vous seriez étonné des possibilités que vous perdez à ne pas connaître certains autres actifs boursiers. Parce que, même si vous ne les utilisez pas, leur fonctionnement peut vous en apprendre beaucoup sur ceux que vous utilisez. Du coup, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'en passer un certain nombre en revue et de voir leurs petites particularités? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. On va parler des actifs que vous connaissez, de ceux que vous connaissez moins et de ceux que vous ne connaissez pas. En plus, ça va nous permettre d'aborder 2 ou 3 mécanismes intéressants qu'utilisent régulièrement les investisseurs qui gagnent beaucoup d'argent. Du coup, on y va. Allez, on y va. Pourquoi y a-t-il autant de titres financiers différents en bourse? Dès qu'on y regarde de plus près, on se retrouve face à une nébuleuse de noms, de variations, d'alternatives, toutes plus complexes les unes que les autres. Du moins, en apparence. Bonjour à tous, vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir, même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix, et avec mon acolyte Le Cube... Bonjour tout le monde! Nous allons aujourd'hui démêler l'enchevêtrement des actifs financiers boursiers pour essayer d'y voir plus clair, mais surtout pour nous ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement. Car, ne nous leurrons pas, nous utilisons seulement une toute petite partie des possibilités qui nous sont offertes, et pas forcément les plus rémunératrices. Oui, mais c'est quand même le bazar, non? Et puis, on dirait que c'est fait uniquement pour que des spéculateurs puissent jouer avec tel ou tel bouton et se faire de l'argent sur le dos des autres. C'est vrai que la spéculation utilise le système à son avantage. Mais, en réalité, chaque actif financier a une raison d'être précise, qui répond à des situations particulières. Bon, imagine la bourse comme un grand magasin. Tous les consommateurs n'y viennent pas acheter les mêmes produits. Certains sont là pour les courses du mois, d'autres pour l'électroménager, il y a ceux qui viennent acheter des vêtements, bref. La demande est vaste et donc l'offre se doit d'être tout aussi vaste. Oui, d'accord. Mais dans un magasin, on entre, on choisit ses produits, puis on passe à la caisse. Donc le système reste le même. En bourse, on a l'impression que chaque produit a ses propres règles incompréhensibles. Non, c'est seulement qu'elles répondent à des besoins spécifiques. Exactement comme dans un grand magasin. Tu as les gens qui vont payer directement au comptant, ceux qui veulent payer à crédit, ceux qui vont se faire livrer, ceux qui vont emporter une partie de ce qu'ils achètent puis se faire livrer l'autre partie. Bref, le magasin va donc proposer des services différents pour répondre à un maximum d'attentes. La bourse, ça fonctionne sur le même principe parce que la bourse, c'est un marché. Du coup, plutôt que commencer par une liste des actifs boursiers qui serait vraiment barbante, on va regarder les choses d'un peu plus haut. Et tu verras qu'au final, c'est pas si compliqué. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Déjà pour soutenir la chaîne, et ensuite parce que les épisodes s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape. Alors, en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. La difficulté qu'on a à démêler les différents types de valeurs boursières vient surtout des multiples façons de classifier les titres financiers et les marchés qui les supportent. Donc, on va se faciliter la tâche avec un classement en fonction de l'usage des marchés. D'ailleurs, si vous voulez avoir un épisode spécifique aux différents marchés financiers et leurs particularités, dites-le nous en commentaire. Lorsqu'on parle d'usage, il s'agit, grosso modo, du mode de règlement. Donc, lorsqu'on passe un ordre d'achat ou de vente d'un actif financier, on peut régler comptant ou plus tard. Ce qui nous amène à nos 2 marchés. Le premier est le marché au comptant, dans lequel l'achat ou la vente est réglé immédiatement. La transaction se fait à un prix dit spot et les investisseurs doivent posséder les actifs afin que le règlement s'effectue.
Le second est le marché dérivé, où le règlement s'effectue à une date future. Le marché dérivé a été créé pour permettre de gérer les risques associés aux fluctuations de cours, de taux ou encore de change. Alors, je vois à peu près les risques dont tu parles, mais je ne comprends pas la mécanique du truc. En fait, c'est logique. L'idée est de se couvrir d'un risque qui peut arriver dans le futur. Donc, ça peut permettre par exemple à une compagnie de transport d'acheter du carburant à un prix prévu à l'avance pour éviter une éventuelle hausse au moment où elle en aura besoin. Ou encore à un agriculteur de vendre des récoltes qu'il aura plus tard à un prix déjà convenu et ainsi se protéger d'une éventuelle baisse. Oui, ça stabilise la transaction, mais aussi sa comptabilité finalement. C'est vachement plus ancré dans le réel que ce que l'on croit. Eh oui. Maintenant qu'on a nos deux marchés, on se retrouve avec des titres spécifiques pouvant être négociés sur chacun d'eux. Donc, on va avoir les titres financiers pour le marché au comptant et les produits dérivés pour le marché dérivé. Après, il y a aussi les titres de créances négociables qui s'échangent sur le marché monétaire, mais on va laisser ça de côté aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Ok. Finalement, t'avais raison, c'était pas compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo et... Hop. Attends le cube, on n'a pas terminé. Parce que même si maintenant on a une vision plus claire du système, chaque grand type de produit a ses spécificités. Et les connaître est un point qui est fondamental pour maximiser leur utilisation. Parce que beaucoup d'investisseurs se limitent aux actifs de base, alors qu'il en existe des moins connus qui réservent leur lot de surprises. Le marché boursier comptant est le plus connu. En fait, à partir du moment où l'on a déjà acheté une action en bourse, on est intervenu sur le marché comptant. C'est ici qu'on va trouver les produits les plus classiques. Allez le cube, que peux-tu me dire sur les actions ? Alors, les actions sont des titres de propriété d'entreprise qui représentent une part du capital social. On devient propriétaire d'une portion de l'entreprise, ce qui confère 3 types de droits. Le droit d'information à des données spécifiques à l'actionnaire, le droit de vote aux assemblées générales de l'entreprise et le droit aux dividendes s'il y en a. Excellent! Les actions existent sous 2 formes. L'action au porteur, c'est-à-dire que l'identité de celui qui la détient n'est pas communiquée à la société. Elle représente la majorité des actions en circulation. Puis les actions nominatives, dont le nom du détenteur est inscrit auprès de la société émettrice. Elles apportent des avantages particuliers, dividendes majorés, droit de vote double. Pour les obtenir, il faut ouvrir un compte auprès de chaque société émettrice. Les inscrire dans un PEA est toutefois possible, mais très difficile, sous l'appellation action administrée. Si je dis maintenant obligation, c'est une valeur mobilière qui représente un titre de créance, un prêt quoi, vis-à-vis d'un État, d'une collectivité ou bien sûr d'une société privée. Donc là, on n'est pas propriétaire, mais détenteur d'une dette vis-à-vis de celui qui l'a émise. Son avantage est d'offrir un revenu fixe qui est garanti, sauf en cas de faillite. La rémunération est appelée ici un coupon, c'est ça ? C'est ça. Il en existe 3 types. Les obligations à taux fixe, dont le coupon ne change pas au cours du temps. Les obligations à taux variable ou révisable, dont le coupon évolue en fonction d'un indicateur de taux déterminé à l'émission de l'obligation. Les obligations à coupon zéro, où les intérêts ne sont versés qu'à échéance pour éviter une trop grosse fiscalité. Il faut savoir que les obligations ne sont pas cotées en euros, mais en pourcentage de la valeur nominale. Par exemple, une obligation de valeur nominale 100, cotant 80%, vaut donc 80 €. Voyons maintenant les OPCVM. Déjà, c'est plus dur. Alors, OPCVM, c'est l'abréviation d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui sont des trucs. Des trucs. Oui, des trucs dans lesquels il y a plein de choses. Moins, un peu flou comme définition. Bon, les OPVCM sont des entreprises agréées par l'autorité des marchés financiers qui permettent à un particulier d'investir dans des titres financiers
souvent pour répondre à des objectifs de gestion patrimoniale ou spécifiques, ou alors pour éviter de se prendre la tête avec des titres boursiers. Globalement, il en existe deux grands types. Les FCP, ou fonds communs de placement, dans lesquels l'investisseur n'a pas de droit de vote, et les SICAV, pour sociétés d'investissement à capital variable, dans lesquelles les investisseurs sont des actionnaires. Bon, plus facile maintenant, les trackers. Ah, ça on en a déjà parlé dans plein de vidéos. Les trackers, ou ETF, pour Exchange Traded Funds, sont des sortes de paniers de titres qui répliquent un indice boursier. Et un indice boursier, c'est un indicateur qui reflète la valeur d'un marché. Ils sont souvent constitués par des groupes d'actions représentatives du marché qu'ils incarnent. C'est ça. Par exemple, le Stoxx 600 est l'indice permettant de suivre les 600 plus grosses sociétés européennes. Un ETF Stoxx 600 va se charger de copier cet indice, on dit répliquer, et donc répliquer aussi sa performance. Il y a deux types de réplication possibles. La réplication physique, c'est-à-dire que l'ETF détient les titres de son indice dans son portefeuille, et la réplication synthétique, où globalement, l'ETF achète les actifs de l'indice, puis les échange avec un autre acteur financier, appelé contrepartie, contre un autre panier d'actions. Cet échange s'appelle un swap et permet de mettre un pied sur des marchés plus difficiles d'accès. Ah, mais c'est pas pour ça que dans un PEA, on peut avoir des ETF du marché américain ou autre, alors que normalement on est limité aux titres européens? Voilà, c'est grâce à cette mécanique d'échange à travers les ETF synthétiques. Bon, sur les marchés comptants, il y a encore d'autres types de valeurs particulières, comme les titres hybrides, les certificats d'investissement qui tendent à disparaître, etc. Mais on va finir avec un produit qui est très peu connu des investisseurs, le reverse convertible. J'imagine que ça n'a aucun rapport avec les canapés. Mis à part qu'ils se transforment, non. Les reverse convertibles sont des produits dits de rendement, qui cumulent à la fois les avantages des actions et des obligations. En gros, l'investisseur reçoit un coupon et le capital est remboursé à échéance selon certaines conditions. Jusque-là, c'est un peu comme une obligation. Mais le coupon est bien plus élevé que celui d'une obligation. Par contre, comme pour une action, il y a un risque de perte en capital. Ce sont donc des produits de court et moyen terme, à fort taux de rendement, mais destinés à des investisseurs aguerris. Au fait, avant de continuer, n'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo. Ça nous fait plaisir, c'est un soutien pour la chaîne et ça aide à la diffusion de l'épisode. Merci. Le marché dérivé est donc un marché où s'échangent des titres financiers, essentiellement des contrats, dont le règlement s'effectue après la conclusion de la transaction. Même s'il est destiné avant tout à prévenir des risques futurs, c'est ici que l'on va trouver le plus d'opérations de spéculation. La spéculation, c'est acheter ou vendre un actif afin de réaliser un profit, mais sans avoir réellement l'intention d'acquérir l'actif en question. Même si l'on peut faire de la spéculation sur tout type d'actifs et dans tout type de marché, les produits dérivés en font un terreau particulièrement fertile. Bon, le marché dérivé rassemble un nombre de produits extrêmement diversifiés. Mais on va se concentrer sur les trois catégories les plus importantes, les futurs, les options et les warrants. Mais pour les comprendre, il va falloir passer par la notion de sous-jacent. Ah, ça faisait longtemps que l'on n'avait pas eu un petit aparté rapide, mais qui peut avoir son importance. En investissement, le sous-jacent est un élément permettant de déterminer le prix de certains produits financiers, et notamment les produits dérivés. Il s'agit d'un actif qui peut être une action, une devise, une matière première ou tout autre type d'actif qui est directement lié au produit financier lui-même. Par exemple, un ETF sur l'indice Stoxx 600 a pour sous-jacent l'indice Stoxx 600. C'est son élément de référence. Un contrat futur sur le pétrole a pour sous-jacent la valeur du pétrole, etc. Une fluctuation du prix du sous-jacent entraîne la modification du prix du produit lui-même. Petit détail amusant, le sous-jacent peut être lui-même un produit dérivé, s'appuyant donc, lui aussi, sur un autre sous-jacent.
Attention donc à qui fait quoi. Commençons avec le plus simple des produits dérivés, les futurs, aussi appelés contrats à terme. Ce sont en fait des produits standardisés qui permettent d'acheter ou de vendre une quantité déterminée à l'avance d'un actif sous-jacent avec une date d'échéance et un prix connu en amont. La particularité des futurs est que l'engagement est ferme, contrairement aux autres outils que nous allons voir. Là, on voit bien qu'on est complètement dans le commerce. Et c'est vrai que lorsqu'on investit en bourse, on oublie souvent cette fonction économique. Ensuite, les options sont des contrats qui donnent le droit, mais pas l'obligation, à celui qui les détient d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix déterminé. Dans le cas d'une option d'achat, on appelle cela un call. Dans le cas d'une option de vente, il s'agit d'un put. Alors, maintenant j'ai compris en quoi ces actifs permettent de se prémunir de risques futurs, mais pour un investisseur ou un spéculateur ? Eh bien, dans le cas d'un call, donc une option d'achat, l'investisseur pense qu'à terme, la valeur de l'actif sous-jacent sera plus élevée. Il l'achète donc à un moindre tarif. Dans le cas d'un put, l'option de vente, l'investisseur pense qu'à terme, le sous-jacent va baisser. D'accord. Du coup, je vais essayer de gagner de l'argent avec la façon dont je tente d'anticiper sur les marchés. Je prends de gros risques, mais comme le niveau de risque est lié au gain que je peux obtenir, en retour, je peux me faire un gros paquet de pognon. C'est trivial, mais c'est ça. Les warrants fonctionnent presque de la même manière que les options. L'une des différences est qu'ils sont émis par des banques ou des sociétés d'assurance, là où les options sont émises par des co-contractants. Comme les options, ils donnent le droit, mais pas l'obligation, à celui qui les détient d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix déterminé. À l'achat, il s'agit d'un warrant call et à la vente, il s'agit d'un warrant put. Parallèlement, ce sont des produits à effet de levier, c'est-à-dire que les variations du sous-jacent seront amplifiées par le niveau de l'effet de levier, multipliant d'autant les gains, mais aussi les pertes. C'est-à-dire que si le prix du sous-jacent augmente de 1, avec un effet de levier x2, pour moi, il augmente de 2. Si mon effet de levier est de x5, je multiplie par 5. Ce qui veut dire que je peux gagner beaucoup ou perdre gros si je me plante. Exactement. En fait, l'utilisation de ces produits peut permettre littéralement de gagner une fortune ou de se retrouver sur la paille. Et ce n'est pas Jérôme Kerviel et la Société Générale qui diront le contraire. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis dans les commentaires et nous dire si vous voulez d'autres épisodes sur les différents actifs boursiers. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Parallèlement, vous pouvez aussi vous abonner et activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et il ne reste plus qu'à se retrouver dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Warrant, put, call, trackers. Mais il n'y a pas un lexique quelque part qu'on pourrait utiliser ? Si, ça existe. Et ? Ça s'appelle un dico d'anglais.